minutes qu'on va passer ensemble. Merci à l'UFE de proposer cette thématique autour de l'éducation et du e-learning. Je vais peut-être très rapidement me présenter et puis venir au sujet qui nous préoccupe ce soir. Donc, je suis Philippe Colléon, je suis directeur général de la société Academia. Peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas Academia. On est une société française, leader dans le monde de l'accompagnement scolaire, qui va du primaire au monde du supérieur. Et nous avons trois modes de diffusion aujourd'hui, un petit peu de la transmission du savoir. Historiquement, le cours particulier, on suit à peu près 100 000 élèves en France. Des centres collectifs avec une centaine de centres où on développe effectivement les stages et l'accompagnement scolaire le soir. Et puis la troisième voie de diffusion du savoir qui est de plus en plus via Internet, via le e-learning. Et c'est un petit peu ce qui va nous réunir ce soir. Alors, peut-être pour commencer et expliquer le développement du e-learning en France et dans le monde, qui est de bien comprendre les évolutions, d'une part de nos enfants, mais aussi de nous parents, depuis quelques années. On est face aujourd'hui à une génération tout à fait surprenante et unique, qui sont cette fameuse génération Z, qui sont ce qu'on appelle les digital natives, ces enfants qui sont chez nous, qui sont nés avec un portable dans la main, pour qui la communication a un sens complètement différent, et j'ai envie de dire qui ont des habitudes d'apprentissage aussi très très différents. Les attentes de ces enfants sont que les générations précédentes. Aujourd'hui, très bizarrement, quand on leur demande quelle est votre première source d'apprentissage ou votre source principale d'apprentissage, l'école ne représente que 7%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos enfants apprennent autant via Internet, via leurs réseaux sociaux, qu'à l'école. Aujourd'hui, ces enfants, ils veulent de l'interactivité, de l'échange. Ils veulent de l'action par rapport à un apprentissage plutôt passif. Donc, cette génération est très très différente. Et il faut que l'éducation ou les solutions qu'on leur propose soient aussi adaptées à eux. C'est un grand débat de société de dire est-ce que ces enfants-là doivent à 100% s'adapter à notre système éducatif ou bien l'éducation doit aussi maintenant s'adapter un petit peu à eux. Et puis, il y a une génération de parents aussi tout à fait nouvelle. On en parle un petit peu moins. Il y a un certain nombre d'études qui montrent que cette génération de parents de génération Z, très bizarrement, souhaitent avant tout que leurs enfants soient heureux dans leurs études, heureux dans la vie. Ce qui était bizarrement pas le cas du tout des générations précédentes, où il y avait plutôt un désir des parents que l'épanouissement de la vie se passe à côté d'une carrière professionnelle, mais pas forcément dans sa vie professionnelle. Je veux dire par là que on avait une genre de destinée pour ses enfants, ou faire le même métier que soi, ou bien de faire rentrer à la fonction publique parce qu'il y avait la sécurité, ou bien dans des métiers qu'on avait un petit peu prédéfinis. Aujourd'hui, on est beaucoup plus à l'écoute de nos enfants, et même si c'est pas forcément ce qu'on souhaite pour eux dans un premier temps, on est prêt à dialoguer, à accepter des métiers parfois plus artistiques, peut-être un petit peu différents de ce qu'on aurait pu au départ imaginer. Donc, nouvelle génération d'enfants, nouvelle génération de parents et aussi des énormes opportunités, dangers effectivement de cette électronique qui nous envahit, où on voit effectivement ces enfants connectés quasiment 24 heures sur 24, et avec la vraie question de dire est-ce que ces outils sont une opportunité ou une menace? Et très bizarrement, on met ces outils-là dans la main de nos enfants sans forcément qu'il y ait eu d'éducation ou d'apprentissage de ces outils. Je trouve ce qui est très important aussi aujourd'hui avec ces outils, c'est qu'aujourd'hui les élèves cherchent avant tout à comprendre plutôt qu'à apprendre. On est de moins en moins uniquement dans la transmission de savoir que par développer l'apprentissage critique, apprendre à chacun à pouvoir effectivement analyser des informations qu'il voit sur le net. Aujourd'hui, en quelques secondes, vous me posez n'importe quelle question, grâce à Internet, je vous apporte la réponse. Donc la question n'est plus dans l'accumulation du savoir, mais bien dans le tri de l'information et dans se forger sa propre opinion.
Et puis juste pour finir un petit peu sur ce thème-là, avant d'aborder purement un petit peu les solutions de e-learning, en tout cas c'est ce que nous développons un petit peu chez Academia, c'est de dire que l'éducation de nos enfants doit correspondre un petit peu au monde du travail d'aujourd'hui et de demain. Là, effectivement, c'est assez inquiétant quand on dit que 50% des métiers actuels n'existeront plus dans 20 ans. Donc nos enfants, on doit les former à des métiers qui n'existent pas encore. Euh, et par contre, ce qu'on sait, c'est qu'ils auront besoin d'un certain nombre de connaissances. On parle toujours un petit peu de ces langages et de ces compétences. C'est-à-dire qu'à un moment, ces enfants doivent posséder ce qu'on appelle les 4 langages et des compétences. Ces langages étant sa langue maternelle, qui reste essentielle, les mathématiques, qui forgent, je dirais, la logique mathématique chez l'enfant, l'anglais, qui est la langue quand même universelle, et puis le codage informatique, qui sera le langage de demain dans toute entreprise et quel que soit le métier qu'on va se retrouver face à des informaticiens. Et puis ces compétences, c'est toutes ces compétences de leadership, de prise de parole, et souvent ça nous a manqué nous dans notre jeunesse, de travail collaboratif et d'engagement personnel. Donc toutes ces valeurs-là, aujourd'hui, quand on garde au niveau universitaire et dans la vie professionnelle, sont les valeurs qui font la différence. Donc on est en train de passer un petit peu d'une culture effectivement de la connaissance vers aussi une notion comportementale, de dire simplement je ne cherche pas des élèves du supérieur intelligents avec la tête bien faite, mais aussi de savoir qui ces élèves dans la vie, qu'est-ce qu'ils ont fait, et on s'intéresse autant à la personne qu'à leur connaissance pure et très spécialisée. Voilà un petit peu dans l'environnement dans lequel nous travaillons. Si on arrive un petit peu plus effectivement sur le sujet qui nous préoccupe, ou en tout cas qui nous interroge ce soir, qui est de dire en quoi le e-learning, Internet, peut être une opportunité justement pour garder le contact, garder un contact éducatif, et ça, quelle que soit votre situation. Alors, si on prend les 3 grandes demandes aujourd'hui que nous avons, c'est effectivement des Français qui sont implantés à l'étranger depuis peut-être de nombreuses années et qui veulent garder un contact éducatif avec la France. Très souvent, vous êtes dans un système scolaire étranger, mais vous souhaitez que vos enfants gardent ce lien, parfois culturel, parfois de langage, apprendre le français, savoir parler, écrire bien sa langue maternelle, mais aussi garder cette racine sur l'histoire de France, de son pays. Donc, c'est une première type de demande. Deuxième demande, qui sont pour des gens installés effectivement à l'étranger et qui souhaitent à un moment revenir en France. Donc, qui ont été dans un système effectivement éducatif, parfois local, et qui dit comment je peux récupérer, je dois rentrer en France ou mon aide au niveau du supérieur doit venir en France, donc comment je peux récupérer, réintégrer un système scolaire français qui bien souvent a été différent en termes, encore une fois, de pédagogie ou de connaissances. Donc là aussi, on va voir que le e-learning est un moyen de récupérer justement ou s'adapter au système scolaire français. Et puis, le troisième point, que je ne me trompe pas, qui est effectivement tout ce qui est renforcement scolaire pour les gens qui sont à l'étranger, qui restent parfois, qui souhaitent rester à l'étranger, mais qui sont des systèmes un petit peu mixtes, franco-locaux, si je puis dire, et qui souhaitent un renforcement du cursus français dans leur scolarité. Donc aujourd'hui, cet échange qu'on va avoir ensemble, c'est en quoi le Internet et le I peut être une réponse adaptée à chacun. Alors, pour ça, effectivement, l'outil, regardez ce soir, l'opportunité qu'on a, c'est de pouvoir tous communiquer ensemble, échanger, quel que soit l'endroit en Europe ou dans le monde où vous êtes, et de façon, je dirais, totalement interactive, de visuel parfois, ou oralement, ou par écrit. L'outil aujourd'hui permet une pédagogie totalement innovante. Alors je vais peut-être en quelques minutes, il nous reste un petit peu de temps, vous parler par exemple d'une université américaine qui s'appelle Minerva, qui a été créée en 2012 par l'ancien dean de Harvard, avec un philanthrope,
et qui est en train de totalement révolutionner l'université aux États-Unis. Leur pédagogie a ceci de particulier que tous les cours ont lieu en live par des classes virtuelles de 16 élèves avec un professeur. Donc, ce sont des cours effectivement interactifs, mais en classe virtuelle. Et ils ont installé 7 campus dans le monde où les élèves, pendant leur cursus de 4 années, vont au moins visiter 4 pays. Donc, ces étudiants-là ont à la fois cumulé la vie sociale, la sociabilité sur les campus, mais ont une excellence éducative via ces classes virtuelles. Alors, le tout n'est pas d'être sur Internet. Ce qui est intéressant, c'est de voir la pédagogie qu'ils ont développée. Aujourd'hui, Internet permet justement une pédagogie beaucoup plus performante parfois que d'avoir un prof en direct. Je prends par exemple le fait de pouvoir revoir un cours. Aujourd'hui, quand vous êtes dans une salle de cours, vous n'avez pas la possibilité effectivement d'enregistrer ce cours et de repasser peut-être un passage que vous avez peut-être mal compris ou vous souhaitez réviser. Une classe virtuelle permet effectivement de réunir sur une classe virtuelle de 16, de faire 4 groupes de travail de 4 élèves et de faire qu'ils travaillent ensemble. Une classe virtuelle permet donc justement beaucoup de possibilités qu'offre pas parfois une classe de 35 et encore moins un amphi de 300 personnes. Alors ce qui est intéressant, ça fait la 5e année, 6e année que cette université existe et qu'aujourd'hui, il est plus dur de rentrer à Minerva qu'à Harvard. La demande est beaucoup plus importante, la sélection plus sévère, par la richesse pédagogique. Ils ont fait une étude sur un amphi, une classe normale, à peu près 20% de ce qui a été enseigné a été retenu. Sur leur classe virtuelle, 75% de ce qui est enseigné est retenu. Donc aujourd'hui, si c'est bien utilisé, le e-learning est une énorme opportunité. Alors, comment on peut utiliser ça à l'international? Plusieurs possibilités. Tout d'abord, en one-to-one, c'est-à-dire à la limite d'avoir la possibilité de mettre un professeur en face d'un élève et qui va justement pouvoir totalement personnaliser son cours en fonction de la demande de cet élève et à son besoin. L'avantage de cette solution-là, effectivement, c'est que vous n'avez pas à trouver un professeur de français ou d'anglais ou quelle que soit la matière pour aller chez lui ou se retrouver dans un endroit ou bien venir à votre domicile. Donc, c'est un avantage, je dirais, assez conséquent. Deuxième possibilité, qui sont effectivement ces classes virtuelles, de réunir 4, 6 élèves sur une thématique commune, qui peut être effectivement autour d'une matière, d'une thématique au sein d'une matière, et de travailler ensemble, comme si on était dans une classe, mais à petit effectif, entre 4 et 6 élèves, qui permet effectivement à la fois l'échange entre élèves et l'apprentissage un petit peu en direct. Alors, très généralement, ces cours-là, ils sont très bien pensés quand, sur un cours à peu près d'une heure, il y a 20 minutes justement consacrées un petit peu à la théorie, et ensuite, justement, permet aux élèves de pratiquer individuellement ou bien même en petits groupes de 2-3, donc d'essayer de co-construire les réponses, mais aussi permet à l'enseignant de prendre peut-être 5 minutes à part, un élève, pendant que les autres sont en train de faire des exercices. Donc, encore une fois, là-dessus, la technologie permet de créer ces classes virtuelles avec des gens même du monde entier. Troisième possibilité, et c'est la déclinaison aujourd'hui que nous faisons avec Minerva, qui est la préparation au grand concours. Alors, nous le faisons aujourd'hui beaucoup avec la France et on commence un petit peu à le faire avec l'étranger. C'est-à-dire qu'effectivement, si on fait par exemple des préparations à Sciences Po, pour l'intégration de Sciences Po, et lorsque vous habitez en France, les meilleurs professeurs, c'est très, très français, les meilleurs professeurs pour la préparation de Sciences Po sont à Paris. Ben, ça permet à n'importe quel élève, quel que soit son lieu géographique, d'avoir accès aux meilleurs enseignants. Et ceci, encore une fois, dans des classes virtuelles. Pareil pour les concours d'ingénieurs, pareil pour les concours d'entrée dans l'école de commerce. Donc ça permet, cette technologie-là, à la fois de ne pas avoir à se déplacer
et également d'avoir une pédagogie tout à fait innovante, et troisièmement, de pouvoir avoir accès aux meilleurs enseignants. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, comme toute nouveauté, la question n'est pas de savoir si Internet ou les écrans, puis j'entends souvent la remarque, mais nos enfants passent déjà beaucoup de temps devant les écrans. Le problème n'est pas de savoir si aujourd'hui ce monde-là est bien ou pas bien, il est là, ces outils sont là, on ne peut pas lutter contre, c'est plutôt comment les apprivoiser, comment les utiliser à bon escient, comment faire, si je puis dire, des amis, plutôt que d'essayer d'interdire ces enfants l'usage de ces outils. Je crois que j'arrive à peu près au bout de mon temps. Il me reste 1 ou 2 minutes. Et peut-être, il y a un mot que j'aime beaucoup qui peut symboliser un petit peu notre discussion, qui est le mot maintenant. Quand on dit je fais ça maintenant, ça veut dire je vais faire quelque chose tenant dans la main, maintenant. Donc, historiquement, c'est-à-dire je vais aller bêcher, je vais aller faire quelque chose maintenant avec mon outil que je tiens dans la main. Quand on regarde aujourd'hui, ce qu'on tient dans la main, c'est ce petit objet qui s'appelle un portable. Euh, et quelque part, cet objet qu'on tient dans la main, c'est une connexion au monde. Et très peu de gens ont pu dire je tiens le monde dans la main. C'est-à-dire qu'à la limite, on peut effectivement aller visiter des pays via Google Maps. On peut effectivement regarder des vidéos à l'infini. Donc je crois qu'à un moment, ces outils-là sont extraordinaires si on sait, encore une fois, les utiliser au mieux. Alors, pour finir, effectivement, je vais vous prendre un autre exemple. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité en France en ce moment. Actualité, j'en dire, pas très drôle. Et comme je vous disais, on a une centaine de centres. Et les samedis, samedi prochain, samedi dernier, eh bien, les élèves avaient beaucoup de difficultés à Paris et dans certaines villes pour des raisons de sécurité, à se rendre dans nos centres pour étudier. Eh bien, on a remplacé, substitué le présentiel par le live, par effectivement des cours en vidéo. Voilà, donc il y a beaucoup d'usages. Maintenant, je suis là aussi surtout pour répondre à vos questions. J'espère pas avoir été totalement avoir été hors sujet, comme on dit, d'avoir un petit peu défriché le sujet pour pouvoir maintenant répondre à vos questions, sachant que je vais passer l'adresse si vous souhaitez effectivement ou des questions plus personnelles ou certaines questions on n'aura pas le temps de répondre. Vous pouvez bien sûr m'écrire sur international@academia.fr. Et encore, merci à l'UFE d'avoir organisé ce webinaire. Et on est très fiers d'être partenaire à l'UFE, où aujourd'hui, grâce à l'UFE ou avec l'UFE, nous ouvrons aussi un certain nombre d'agences dans le monde. Nous sommes présents maintenant aux États-Unis, au Maroc, en Pologne, en Roumanie, et en train d'ouvrir un certain nombre de projets, entre autres en Belgique. Voilà. Maintenant, je suis très, très heureux de pouvoir répondre à vos questions. N'hésitez pas à répondre, à poser des questions. J'y répondrai avec le plus grand plaisir. Merci. Alors, première question de Nathalie. Bonsoir. Sandra, bonsoir. Alors, à partir de quel âge, première question, à partir de quel âge peut-on utiliser le e-learning? C'est une très bonne question. Alors, bien sûr, il n'y a pas d'âge. Ce qu'on se rend compte, c'est que malgré tout, il faut une certaine autonomie et de temps de concentration sur l'outil, et que ça s'adresse avant tout, je dirais, à du collégien, lycéen que primaire. Un enfant de primaire va utiliser plutôt Internet avec certains applications numériques. Il existe plein d'apps sur les mathématiques, sur l'apprentissage des langues qui sont à la fois ludiques et intéressantes. Prendre un cours véritablement sur les classes virtuelles va plutôt concerner des lycéens et des collégiens. Autre question. Alors j'ai beaucoup de mal, pardon, c'est écrit en petit. On ne peut pas grossir le texte, puis alors j'ai du mal à lire. Je suis absolument désolé. Ah, c'est beaucoup mieux.
Alors, est-ce que toutes les matières et tous les niveaux sont proposés en e-learning? Oui, alors il y a bien sûr ça peut, je pense, c'est un des avantages. On peut, par exemple, on a monté avec notre filiale aux États-Unis, même la possibilité justement d'avoir des professeurs d'anglais pour préparer un certain nombre de concours et d'entrée aux universités américaines pour les Français ou pour les gens du monde entier. On a des demandes de Chinois. Donc, il n'y a effectivement aucune limite de matière ni de niveau. Juste, on va juste dire qu'un enfant, généralement en grande difficulté, un petit peu scolaire, le cours individuel sera recommandé par rapport, dans un premier temps, au collectif pour faire un travail justement beaucoup plus personnel avec cet élève. Autre question. Comment peut-on s'inscrire à l'e-learning? Alors, j'ai oublié de parler un point, c'est une très bonne question, qui est une plateforme. Il existe plusieurs plateformes aujourd'hui, certaines gratuites, certaines ce qu'on appelle en freemium, un espace un petit peu gratuit et l'autre payant, qui permet à l'élève de réviser. Aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de vidéos, d'exercices où il peut s'entraîner. Alors, on a, nous, bien sûr, nos élèves ont accès à une plateforme qui s'appelle Academia 365 et qui permet effectivement de faire des petits programmes d'entraînement que les parents peuvent également suivre, et puis aussi d'avoir un dialogue via web ou en chat sur des questions qu'il peut poser directement. Sinon, il existe des plateformes plutôt bien faites comme Cartable, qui sont sur des modèles, je dis un peu freemium. Il y a une partie un petit peu gratuite et une autre payante. Autre question, quels sont les coûts? Alors, c'est très 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 différent suivant ce qu'on demande. Si on est sur la plateforme Academia 365, on est sur des abonnements à peu près à 10-15 € par mois. Donc c'est, j'ai envie de dire, très très abordable. Si on est sur des, pour vous donner la fourchette large, sur des préparations à Sciences Po ou à école d'ingé, on est sur des parcours annuels de l'ordre de 1500 à 2000 €. Après, lorsqu'on est sur des classes en individuel, on est plutôt sur du 35-40 € de l'heure. Et en collectif, vu que ce coût est mutualisé sur plusieurs élèves, on est plutôt sur du 15-20 €. Voilà à peu près la fourchette de prix. La réforme du lycée, avez-vous, avec le nouvel enseignement SNT en seconde et NC en première? Je n'ai pas forcément la réponse. Ce qui est certain, là peut-être via l'adresse que je vous ai communiquée, International Academia, on peut communiquer là-dessus. Ce qui est certain qu'effectivement en France, avec la réforme du lycée, il y a encore beaucoup d'incertitudes où effectivement la première classe est en seconde aujourd'hui et on en parle avec même les chefs d'établissement aujourd'hui sont un petit peu perdus sur l'organisation, sur ces fameuses options où de toute façon, quelque part, il y aura quand même une prédilection des mathématiques en France, mais ça permettra à un élève qui aime les mathématiques et l'économie de pouvoir suivre un petit peu ces deux matières. Mais c'est un vrai sujet en France qui est quels vont être exactement les critères de sélection, de contrôle continu, le poids du contrôle continu des oraux dans ce nouveau bac qui aura lieu maintenant dans 2 ans. Euh, alors, est-ce que vos programmes sont adaptés aux enfants dyslexiques, luthiques, pardon. Alors, là aussi, c'est une très bonne question. On travaille en partenariat. Je ne sais pas si vous connaissez cet organisme qui s'appelle Cogitos, qui est spécialisé sur tout ce qui est justement enfants dits précoces, toutes les formes de 10 avec une pédagogie justement totalement innovante. Euh, donc il y a à peu près une centaine de formateurs avec cette société et on pourrait vous mettre en relation où nous-mêmes nous travaillons beaucoup sur tout ce qu'on appelle les soft skills,
pour les élèves sur effectivement leur apprendre à apprendre, apprendre justement à gagner la confiance, apprendre à être prêt le jour J. Donc c'est tout ce qu'on pourrait un petit peu appeler les soft skills, c'est tout ce qui ne s'apprend pas forcément à l'école et dont l'enfant ou l'élève a besoin dans sa scolarité. Pour revenir sur votre question sur tous les 10, on peut effectivement envisager en individuel, il n'y a aucun problème, mettre des enseignants totalement spécialisés sur ces profils-là, et après peut-être réfléchir sur les classes virtuelles. Mais en tout cas, on est en relation, je vous dis, vous pouvez vous renseigner sur cette... on travaille en partenariat avec Cogitos, qui fait vraiment référence sur tous ces apprentissages particuliers. Avez-vous des projets pour ouvrir dans d'autres pays? Oui, 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 on a d'autres projets. Faut-il encore rencontrer les bons partenaires avec le bon projet? C'est un petit peu le développement jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment, c'est pas un système de franchise, c'est vraiment un système de partenariat, de gens qui peuvent effectivement à la fois comprendre et répondre aux Français de l'étranger, mais aussi progressivement de répondre à la demande locale. Voilà, donc oui, effectivement, il y a d'autres pays avec qui nous sommes en discussion, que ce soit le Mexique et tous les pays un petit peu africains, francophones, où là, il y a une vraie demande. Alors, pardon si je ne prends pas forcément toutes les questions dans le bon ordre. Peut-on apprendre à lire en français à un enfant de 6 ans avec vos cours en e-learning? Alors, il y a pour ça, très honnêtement, de très bonnes applications. On pourrait vous indiquer quelques applications. Là, on parle de FLE, de français langue étrangère. On peut le faire. Ce qui est bien, parce qu'il existe beaucoup d'outils, d'applications, etc. C'est la motivation de l'enfant. Il faut, et c'est pour ça que tous nos cours ont lieu de façon régulière. Il faut que ce soit un rendez-vous et pas une option. Là, effectivement, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on conseille très souvent à nos élèves qui veulent apprendre l'anglais ou se familiariser avec l'anglais. Il y a un outil qui est extraordinaire qui s'appelle la télévision ou les films. Et prendre l'habitude, à un moment, de regarder ces films dans la langue qu'on souhaite apprendre. Donc même votre enfant de 6 ans, en lui mettant régulièrement des dessins animés qu'il adore, mais en français, va progressivement emmagasiner à la fois l'oreille. Il faut savoir que l'oreille pour l'accent se forme à 90% avant l'âge de 7 ans. Donc va former son oreille au français. Il va emmagasiner beaucoup de vocabulaire. Après, effectivement, j'ai envie de dire, il faut apprendre le français comme pour nous une autre langue, non pas comme une matière, mais comme un langage. C'est être toujours dans le positif. Et c'est un des problèmes, c'est que la France, on est l'avant-dernier pays de l'OCDE à parler une deuxième langue, parce que justement, on nous a appris à l'école l'anglais comme une matière et non pas comme un langage. Donc si vous dites à un enfant tout le temps, non, c'est pas comme ça, tu fais des fautes, zéro, eh bien, votre enfant, il parle plus. Donc, conseil pour apprendre justement une langue, et en particulier le français, c'est d'encourager et d'être dans une démarche éducative très positive. Même s'il fait des fautes, c'est pas grave, ça se corrigera, faut juste donner envie de parler, et la grammaire vient un petit peu dans un deuxième temps. Autre question. Quels sont les profils de vos professeurs? Comment sont-ils recrutés? Alors, euh, on a en France, on travaille avec à peu près 20 000 enseignants. Comment sont-ils recrutés? Ils sont recrutés sur les critères requis par l'éducation nationale, c'est-à-dire au moins bac plus 4 en cours. 65% de nos enseignants ont été ou se destinent à l'enseignement. Donc, on a des professeurs vacataires qui sont en attente de poste, on a des enseignants retraités, on a aussi des gens qui ont fait le choix plutôt de travailler, de suivre une quarantaine d'élèves en individuel ou en petit groupe, et on a un renfort d'élèves de grandes écoles. Et je tiens à vous dire, très souvent on nous dit, je veux un vrai prof. Et en fait, parfois, il faut effectivement un jeune professeur retraité correspond complètement au profil de l'élève, mais parfois la proximité de l'âge peut créer cette proximité et conseiller
sur certains profils d'élèves. Voilà, mais là-dessus, on pourra en rediscuter. Existe-t-il une liste des différentes offres disponibles, par exemple, aussi selon l'âge? Oui, là, pareil, écrivez international, vos coordonnées internationales à academia.fr, on vous enverra un petit peu toute la documentation sur Academia, et si vous avez une question sur d'autres organismes ou d'autres solutions, ce sera vraiment un plaisir de vous répondre. Êtes-vous installé en Espagne? C'est une bonne question. Nous avons quelques points. Nous avons développé l'Espagne une quinzaine d'années avec un partenaire. Il y a eu un petit peu la crise espagnole qui est passée par là, mais il reste effectivement quelques établissements. Donc, je pourrais vous communiquer les adresses en Espagne, mais qui sont plutôt spécialisés en cours particuliers pour le marché espagnol. Délivrez-vous un certificat de scolarité reconnu par l'éducation nationale française pour éviter les difficultés lors d'un retour en France? Alors, aujourd'hui, on est plutôt, je parle au niveau international, sur un complément scolaire. Donc, on s'adresse plutôt sur les enfants ou des élèves scolarisés ou dans un établissement français ou un établissement local. On a en France 6 établissements scolaires. Donc là, effectivement, qui sont reconnus par l'éducation nationale, mais il faut être rattaché à cet établissement. Alors, on suit quelques élèves à distance. Par exemple, nous arrive par exemple de suivre des élèves dont les parents partent faire le tour du monde. Eh bien, ils peuvent suivre justement en e-learning leurs cours et être rattachés avec l'éducation nationale. Très souvent, bah, les enfants, sinon à distance, sont rattachés au CNED et prennent des cours avec nous. Vous avez parlé de Cartable et d'autres organismes. Pouvez-vous partager une liste de liens et de ressources? Oui, tout à fait. On peut vous mettre à disposition un certain nombre de sites, certains encore une fois gratuits, d'autres peut-être payants, et vous dire un petit peu ce qui nous semble recommandé par rapport un petit peu aux différentes demandes. Donc on mettra aussi cette shortlist à disposition sur le site de l'UFE très rapidement. Alors, je vais apprendre par le bas. Alors, les profs sont-ils dans le pays à cause des fuseaux horaires? Non, la plupart de nos enseignants sont en France, mais on est en train justement de s'appuyer aux États-Unis sur des professeurs français ou américains, puis avec nos différents partenaires dans les différents pays pour pouvoir proposer les meilleurs cours. Maintenant, le fuseau horaire, à part vraiment des pays si l'Australie, avec un décalage horaire très important, ne pose pas énormément de problèmes, ou alors on essaie de regrouper les cours le mercredi ou le samedi ou le dimanche, généralement quand les enfants n'ont pas école dans la journée. Les problèmes de fuseau horaire sont généralement, on les résout assez facilement. Alors, question plateforme, laquelle utilisez-vous? J'utilise Noodle, plateforme gratuite en code ouvert. Alors, très honnêtement, j'ai entendu parler, je peux pas vous donner une opinion sur cette plateforme. Encore une fois, je pense qu'il y a pas mal de solutions. Il y a du bon, il y a du moins bon, si je puis dire. On vous fera une shortlist et un avis sur le site de l'UFE. Catherine, pour préparer les cours de Sciences Po, comment s'inscrire? Alors, il y a deux choses. Il y a l'inscription au concours de Sciences Po et comment s'inscrire pour préparer. Alors, je crois que l'examen de préparation à Sciences Po a lieu au mois de février. C'est ça. Donc là, le process d'inscription, je pourrais également, si vous m'envoyez vos coordonnées, vous l'inscrire, sachant que pour préparer Sciences Po, de plus en plus, c'est dès la première maintenant,
parce que justement, par rapport aux dates d'inscription et l'examen, c'est très très tôt en terminale, et que pour le programme de e-learning, nous démarrons les cours vraiment fin août, pour justement, on a une période de tir assez réduite. Mais si c'est pour avoir le process d'inscription à Sciences Po, merci de laisser vos coordonnées sur le site Academia, sur international@academia.fr, et on vous donnera un peu toutes les démarches à suivre. Je les prends encore une fois, pardon, je m'en excuse dans le désordre. Alors, bonsoir, Karine, bonsoir. Quel soutien adapté aux petits-enfants est disponible aujourd'hui? Il existe encore une fois un certain nombre d'applis bien faites. Encore une fois, c'est de voir, il y a quand même pas mal autour des alliances françaises ou de groupements de Français un petit peu étrangers, des choses qui existent au niveau local. Sur les tout petits, le e-learning, véritablement, je dirais, c'est assez dur de capter l'attention des enfants longtemps. On est en train de travailler effectivement sur une pédagogie adaptée plutôt pour les petits. Mais là, je crois que rien remplace malgré tout un petit peu le présentiel, l'humain. Et malgré tout, dans le monde, il y a pas mal de solutions. Et je vous dis encore une fois, parce que les enfants passent quand même, hélas, pas mal de temps devant les dessins animés ou autres vidéos, c'est de les mettre en français et sous-titrer en français. Voilà. Et puis après, progressivement, supprimer les sous-titres. Euh, Comment motivez-vous les enfants? Alors, question de Claire. Comment motivez-vous les enfants pour rester tranquilles en cours? Comment gérer les distractions? Ah, ça, c'est une très bonne question. On a tous été élèves, et vous voyez, c'est très drôle. Il y a des cours où tout le monde est sage, et des cours où c'est un petit peu le bazar. Euh, Justement, la base de la pédagogie, c'est de capter l'intérêt et l'attention. Et c'est un vrai problème, parce que aujourd'hui, comme je disais, un enfant décide d'un sujet qui l'intéresse ou pas en 8 secondes. En 8 secondes, il zappe. On a des enfants, ça s'appelle la génération zapper. Donc, quand un prof n'est pas intéressant ou le sujet ne l'intéresse pas, effectivement, il a tendance à zapper. D'où une pédagogie, il faut repenser à la pédagogie, sachant qu'un élève moyen écoute 12 minutes par heure. Je parle bien d'un élève moyen. Donc, je ne raconte pas, entre guillemets, ceux qui s'ennuient, on est plutôt du 2-3 minutes distrait. Donc, c'est effectivement une autre pédagogie. Donc, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle aussi la pédagogie inversée, c'est-à-dire où la théorie est vue de façon en amont du cours et où le cours sert beaucoup plus à la pédagogie. Là où dans le système français un petit peu actuel, la théorie se fait en classe et la pédagogie et l'apprentissage à la maison. Donc, ce qu'on appelle la pédagogie inversée, c'est effectivement aujourd'hui, il y a encore une fois sur YouTube ou sur des plateformes, vous avez d'excellents cours en ligne. Par contre, le rôle de l'enseignant, c'est de façon individuelle de comprendre qu'est-ce que chaque élève a compris ou pas compris. Donc, de pouvoir faire un travail pédagogique beaucoup plus individualisé, premièrement. Et deuxièmement, il y a aujourd'hui des moyens modernes, si je puis dire, de recapter l'attention régulièrement des élèves avec justement de l'interactivité en classe qui permet de co-construire des solutions, de travailler ensemble. C'est ça qui permet effectivement d'avoir une classe beaucoup plus disciplinée à partir du moment où il y a de l'interactivité, où il y a de la participation et de l'écoute. Voilà, je pense que c'est un petit peu souvent les secrets d'une classe bien ordonnée. Autre question d'Audrey. Je crois que j'ai répondu sur les projets d'ouverture dans d'autres pays. On va repartir à l'île du bas de Laurent. Bonsoir. Traitez-vous en partenariat avec les écoles, type lycée français à l'étranger, qui permettent aux enfants de combiner pendant les heures d'école à la fois l'e-learning, l'apprentissage classique avec leurs interlocuteurs ou interlocutrices.
Alors, d'une façon générale, c'est une des particularités bien souvent du système scolaire français, c'est la difficulté des partenariats privés-publics. Euh, il y a un chiffre qui est assez passionnant, hélas, dramatiquement passionnant, c'est quand on regarde dans le monde les ouvertures et fermetures de lycées français à l'étranger depuis 3 ans, le solde est positif de un établissement. Quand on regarde sur cette même période en Angleterre, il y a eu 500 créations d'établissements. L'allocation des établissements français étrangers a baissé, qui est de 500 millions par an, a baissé de 30 millions encore cette année. Donc effectivement, et là c'est vraiment établissement par établissement, on essaye de nouer des partenariats. On le fait en France également avec des chefs d'établissement, parfois avec des mairies, parfois avec des collectivités locales. Il y aura jamais aucune directive au niveau de l'éducation nationale parce qu'ils sont très je dirais, protecteurs du public et sont très frileux par rapport au privé. Mais là, c'est véritablement une décision du chef d'établissement et très souvent des parents d'élèves. Donc, on travaille parfois avec des associations de parents d'élèves, justement, qui, en dehors des cours, se réunissent et viennent à 8-10 familles pour dire voilà ce dont on a besoin et qu'est-ce que vous pouvez monter pour nous. Voilà. Euh, Autre question. Bonsoir. Actuellement en Allemagne depuis 2 ans. Serait-il possible d'utiliser l'e-learning pour apprendre d'abord le français et aussi l'anglais pour mes 2 enfants de 7 ans et 5 ans, surtout pour ma grande fille qui commence à oublier le français depuis qu'on est là. Alors oui, justement, c'est de garder ce lien autour de l'apprentissage du français. Parfois, pour les petits, je vous dis, on fait un genre de mixte sur des méthodes d'apprentissage de français. Parfois, si le niveau est assez bas, on appréhende ça comme du FLE, comme du français langue étrangère. Puis après, progressivement, on va sur des méthodes d'apprentissage vraiment de français. Et concernant l'anglais, on est partenaire avec Cambridge, Cambridge English, justement pour le A1, B1, etc., pour l'ensemble des diplômes, qui est une méthode à la fois plutôt très bien faite et qui permet aussi une certification partout dans le monde. Donc là, pareil, si vous voulez des informations, n'hésitez pas à nous donner vos coordonnées sur le site et puis on pourra échanger justement sur les différentes solutions. Je tiens juste à vous dire, je passe avec le chiffre, je suis très heureux parce que il y a plus de 100 participants, donc on est complet. Donc merci beaucoup de votre écoute. On me dit que c'est la dernière question. Pardon pour les autres. Bien sûr, ces questions, je vais les garder. On va essayer d'apporter à chacun une réponse écrite et surtout, n'hésitez pas à communiquer individuellement sur vos questions. Peut-être dernière question. Alors, peut-on passer des niveaux de langue anglaise pour le travail? Oui, tout à fait. C'est un petit peu ma réponse précédente. On est agréé à la fois sur tous les niveaux Cambridge, les niveaux professionnels, ainsi que TOEIC, TOEFL. Voilà, donc on peut effectivement vous préparer à l'ensemble de ces questions. Voilà, on me dit que le temps est écoulé. Cette vidéo sera disponible demain à l'ensemble des participants et je crois, on me dit, des gens qui n'ont pu participer à cette vidéo. Merci vraiment, j'espère que bah, vous avez trouvé un intérêt à cette discussion. J'ai envie de dire, moi c'était un peu un monologue, un peu une avant-première, mais c'était passionnant comme exercice. Surtout, gardons le contact. Merci à l'UFE d'avoir organisé ce thème-là. N'hésitez surtout pas, encore une fois, sur des questions individuelles et même encore une fois qui ne concernent pas Academia, ce n'est pas grave. Si on peut vous aider, c'est avec le plus grand plaisir. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à très très bientôt et profitez bien d'être à l'étranger parce que je vous garantis en ce moment à Paris, c'est pas drôle. À très bientôt, on vous embrasse.
Oui.